Bonjour à tous. Pour ce sujet sur l'appariement entre éducation, formation et métiers en tension, on peut considérer qu'on en parle depuis si longtemps désormais que ce sujet pourrait faire figure de marronnier. L'adéquation, formation, diplôme, métier, passé dans le jargon de la critique sous le nom d'adéquationnisme, continue pourtant de faire réfléchir et de faire parler d'elle dans la communauté éducative comme dans les entreprises. Il serait légitime et rationnel de recruter parmi plusieurs candidats celui dont l'expérience passée correspondra à l'expérience future au sein de l'entreprise. Mais cette organisation scientifique du travail et cette quasi-planification des recrutements a-t-elle encore un sens quand les métiers, les chaînes de valeur, les technologies et les modèles d'affaires se transforment toujours plus vite ? Faut-il plutôt tendre vers un recrutement à l'anglo-saxonne ou sortirait plus facilement du lot des profils atypiques, laissant présager un potentiel ? Et de quels moyens disposent les élèves et leurs professeurs pour se préparer au monde professionnel, celui des métiers en tension, mais celui aussi des métiers de demain ? Pour apporter des réponses à ces multiples questions, en plateau ici à la Maison des Polytechniciens, j'ai trois invités. Sylvie Grandjean, directrice générale et membre du directoire de l'entreprise Redex, fournisseur d'équipements industriels. Patricia Ferrand, vice-présidente de l'UNEDIC et de Pôle emploi et représentante de la CFDT. Et enfin, Jean-Marc Huard, recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz. Bonjour à tous les trois et merci de votre présence. Patricia Ferrand, pour commencer, cadrons un peu les termes de notre sujet. Il est question de métiers en tension. Alors, de quoi parlons-nous précisément quand on évoque les métiers en tension ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre expertise ? Alors, vous l'aurez compris, bonjour à toutes et tous. Merci tout d'abord pour votre invitation. Vous l'aurez compris que dans ces rencontres entre les deux sphères économiques et sociales d'une part et éducative et de la formation d'autre part, je suis plutôt une spécialiste de la première sphère. Alors quand on parle métier en tension quand on analyse le marché du travail, on a tout un vocabulaire, hein, on reviendra dessus, mais tout un vocabulaire qui est utilisé de manière parfois un peu trop, avec un peu trop de synonymes, mais globalement, on parle simplement d'avoir des offres d'emploi qui sont supérieures à la demande d'emploi. Voilà. Mais on utilisera métier en tension, difficulté de recrutement, métier porteur, emploi non pourvu, emploi vacant. Les statisticiens auront des définitions un petit peu plus précises, mais je pense que pour nous, dans nos discussions, clairement, on peut se retrouver sur cette définition générique. Ceci dit, moi je trouve particulièrement intéressante, et vous l'avez rappelé, cette question qui pourrait être un marronnier. Je voudrais quand même peut-être réinsister sur le fait que, bien évidemment, la relation emploi-formation n'est pas l'unique raison des difficultés de recrutement que connaissent les entreprises. Et aujourd'hui, les spécialistes du marché du travail savent aussi en fait mettre en évidence l'ensemble des raisons qui expliquent ces difficultés de recrutement, et donc on l'espère petit à petit permettre de trouver des réponses multiples à ces différentes raisons. On l'a vu dans l'actualité d'hier en particulier. Hein, cette question est revenue sur le devant de la scène, hein, des métiers en tension et des difficultés de recrutement, notamment par la voie des entreprises dans cette période de rebond économique après crise. Voilà, moi je voulais juste insister sur le fait qu'on est sur une question qui est multicausale, que la relation emploi-formation n'est pas la seule, que bien évidemment dans la politique de l'emploi, c'est un levier majeur que de travailler sur la relation emploi-formation, mais il y a bien d'autres leviers. Laissez-moi peut-être rappeler quelques chiffres clés. Aujourd'hui, les chiffres d'hier indiquent qu'on a 5,6 millions de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, dont
3 500 000 en catégorie A, c'est-à-dire qui cherchent un emploi à temps plein. Les institutions statistiques qui travaillent sur ces notions de métier en tension évaluaient, avant crise, estimait le nombre d'emplois non pourvus entre 250 000 et 400 000. Donc, vous voyez bien qu'on est dans des ordres de grandeur extrêmement différents. La question est fondamentale, mais quand on la replace dans l'ensemble de l'évolution du marché du travail, il y a bien d'autres leviers pour lutter contre le chômage et ne pas nécessairement stigmatiser les demandeurs d'emploi sur cette question importante. Sylvie Grandjean, je vais vous passer la parole parce que chez Redex, les problèmes de recrutement sont réels, ils sont aussi récents. Vous n'aviez pas connu de problème RH avant les années 2000, m'aviez-vous expliqué. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur cette expérience ? Alors, je voudrais apporter ma contribution d'une entreprise de taille intermédiaire. Ces entreprises qui sont très ancrées dans les territoires, qui sont en fait souvent des entreprises à capital familial et qui sont en interaction certaine avec tous les acteurs locaux, aussi bien les collèges, les écoles, le pôle emploi, la médecine du travail. Enfin, il y a un ancrage et un travail commun qui est toujours très, très présent. Et effectivement, nous avons commencé à avoir des difficultés de recrutement, alors que nous n'en avions pas auparavant, à partir des années, on va dire, après la crise de 2008, on va dire entre 2005 et 2008. Pourquoi ? En tant que TI, on se demande si en fait, ce n'est pas nous la cause, si ce n'est pas parce qu'on n'est pas assez attractif, si ce n'est pas parce que le territoire n'est pas assez attractif, si ce n'est pas parce que le salaire n'est pas assez intéressant. Donc on se pose énormément de questions où on doute de notre offre ou de notre potentiel. Et à force de réfléchir, on s'aperçoit qu'en fait, notre offre, elle est pas plus inintéressante qu'ailleurs, mais il y a un fossé qui a commencé à se créer entre celui qui demande l'emploi et celui qui offre l'emploi. Et cet écart ne fait que s'agrandir depuis les années 2000. Donc cette difficulté de recrutement que nous avons, nous ne sommes pas les seuls, hein, c'est une des premières des causes des difficultés que nous rencontrons en tant qu'entreprise. La difficulté de recrutement est en train de s'accroître principalement dans les territoires et dans certains secteurs qui sont défavorisés, on va dire tout simplement, laissés pour compte, à l'abandon, aussi bien par l'État via le système éducatif que l'État lié aux services qu'on doit à la population. Quand j'arrive à faire venir un jeune ingénieur parce que le poste est intéressant, on fait de la mécanique de haute précision, on travaille à l'international, on a des sujets techniques très pointus, donc un jeune ingénieur peut trouver son compte. Mais si après, une fois sur place, il ne trouve pas de dentiste, ou s'il n'y a pas l'offre d'avoir une éducation convenable pour l'enfant, le jeune qu'il va avoir ou la famille qu'il va fonder, ben moi, je n'arriverai pas à le retenir, mon jeune ingénieur. Et c'est ce point-là où l'État, pour moi, n'accompagne pas suffisamment les territoires qui sont en difficulté. Alors, Monsieur Huard, ça me permet de vous transmettre la parole en tant que représentant de l'État. Vous êtes donc recteur dans le Grand Est. Cette désaffection des jeunes pour certains territoires, vous la percevez également? Comment vous l'expliquez de votre côté? Bonsoir, déjà, je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur différentes thématiques. Ce que vous dites, madame, me parle. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une semaine, exactement à la même heure, je quittais une coopérative agricole dans la banlieue nancéenne, une entreprise de Mirabel. Alors je fais un petit peu de publicité pour la Mirabel Lorraine. Et en fait, le président de la coopérative, qui est lui-même exploitant de Mirabel, me disait qu'en fait, il avait des difficultés
et que finalement il y allait avoir une contrainte sur son offre de Mirabel, liée au fait qu'il n'arrivait pas à recruter des saisonniers. Donc c'est une réalité. Ce que je tire de ce que je viens de dire, c'est que là je parle de saisonniers. Je ne parle sans doute pas des ingénieurs qui vous manquent dans votre entreprise. Je ne voudrais pas qu'on soit trop élitiste non plus. D'accord. Il y a tous les niveaux de qualification. Il y a tous les niveaux de qualification. De l'ouvrier à l'ingénieur. Justement, il y a tous les niveaux de qualification et il y a tous les types d'emplois. Et à un moment, ça peut être très conjoncturel parce que ce sont les saisonniers qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ces saisonniers qui auparavant faisaient la Mirabelle, après la Quetch, et partaient faire les vignes en Champagne. Là, il y a effectivement cette contrainte-là. Le deuxième élément, c'est que sur mon territoire, je perds 3500 élèves dans le premier degré tous les ans. Et pourtant, je maintiens le niveau de poste de professeur parce que le ministère a une politique très clairement tournée vers ce maintien de poste, de manière à maintenir le plus possible l'école dans le milieu du rural. Nous avons fait un projet académique dans mon académie qui s'appelle l'école sur tous les territoires. Et en fait, ça c'est le titre du projet académique, et puis le sous-titre que j'écris pas, vous allez voir pourquoi, mais que je dis, c'est l'occasion, je dis il n'y a pas tout partout, mais il y a partout quelque chose. Et je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait, et c'est un engagement que nous avons, de pouvoir faire en sorte que l'école soit là aussi pour dynamiser les territoires. Après, j'ai une contrainte. Parce que même si, avec 3500 élèves de moins, je n'ai pas de création de poste, j'ai des zones dans mon académie, j'ai pas de création, mais j'ai pas de suppression. On aurait dû me retirer plusieurs dizaines de postes, voire plusieurs centaines de postes avec 3500 élèves de moins. Donc je maintiens des taux d'encadrement importants, je maintiens, puisque vous savez que le président de la République s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de fermeture d'école sans l'accord du maire, mais je suis obligé aussi en zone urbaine d'ouvrir. Parce qu'en zone urbaine, je ne peux pas ne pas ouvrir. Donc on a cette contrainte-là. Bon. Alors, par rapport à la... Alors, ceci étant posé, c'est insupportable d'avoir des métiers sans jeunes et des jeunes sans métier. Et donc tout le travail, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le monde professionnel pour arriver à réduire cet écart entre le nombre de demandeurs d'emploi et puis les emplois vacants. Comme vous l'avez dit, madame, il y a un décalage. Tous les demandeurs d'emploi ne sont pas susceptibles, si même ils étaient qualifiés, de prendre un emploi qui est proposé. Et de la même manière, en ce qui concerne les jeunes, c'est mon sujet, c'est mon problème, c'est le sujet des professeurs qui participent aux entretiens cette année encore, comme tous les ans. Ce n'est pas uniquement les sortants du système éducatif qui vont venir se positionner sur les emplois qui sont vacants. Donc, le problème, il porte bien sûr sur le système éducatif, sur la formation initiale, mais il porte aussi sur la formation continue. Le problème, il doit être global. Et donc la réactivité, on travaille beaucoup avec le conseil régional notamment, pour pouvoir réfléchir concrètement aux formations qui sont le plus en harmonie possible avec les besoins, de manière à ce que les jeunes puissent effectivement trouver un emploi en sortant de leur qualification. Est-ce que c'est suffisant? Les jeunes, ils ont le droit aussi de changer d'avis. Il se trouve qu'il y a un pourcentage important de jeunes qui sont qualifiés, notamment sur les niveaux de qualification Bac Pro, CAP Bac Pro, dans un secteur particulier, qui ne se poursuivent pas et qui ne travaillent pas dans le secteur. Et ça, pour le coup, il y a un travail de fidélisation à faire, je crois, en amont de la diplomation, en amont du diplôme, de manière à ce qu'avec le monde professionnel, on puisse localement avancer. Et puis dernière chose, et je laisse la parole, je laisse le micro, le système éducatif, il est là évidemment pour permettre aux jeunes de s'insérer socialement, culturellement, économiquement, mais pour qu'ils s'insèrent durablement. Il n'est pas là pour qu'ils s'insèrent les 2 premières années. Le fait qu'ils s'insèrent en sortant du système éducatif, évidemment, ça les aide ensuite à s'insérer tout au long de la vie. Et donc, évidemment,
par rapport à l'adéquationnisme, on ne peut pas avoir un adéquationnisme complet. On ne l'aura jamais, de fait. Madame Grandjean, j'ai quand même envie de vous redonner la parole parce que concrètement, vos relations avec l'éducation nationale, en quoi consistent-elles? Arrivez-vous à nouer ces liens? Vous disiez que vous étiez bien inséré, mais est-ce que ça marche si bien que ça? Je connais tous les proviseurs des lycées qui sont dans le Montargois. Alors, le siège social est à côté de Montargis, donc c'est une zone qui était une zone avec quelques grosses entreprises dans les années 70 et qui petit à petit s'est paupérisée et qui de plus en plus a des véritables difficultés de chômage fort et de jeunesse qui est complètement laissée à l'abandon. Donc, le lien que nous, entreprises, nous avons avec les collèges et les lycées, il est très fort parce que nous savons que ce n'est que par ce biais-là que nous arriverons à avoir des jeunes qui n'ont pas forcément des diplômes ou des connaissances, mais qui ont des compétences. Donc nous travaillons très en amont, très tôt, avec les collèges, avec les lycées professionnels. La plus grosse des difficultés, c'est que ça ne dépend que de la bonne volonté du proviseur. Si le proviseur a d'autres sujets sur le feu, parce qu'il a des postes à sauver, parce qu'il a un cursus qu'il veut intégrer, parce qu'il y a plus d'élèves que ce qui était prévu, s'il a d'autres sujets que je comprends parfaitement, eh bien à ce moment-là, la relation école-entreprise, elle disparaît. Donc ce n'est lié qu'à la bonne volonté et des entrepreneurs et des chefs d'établissement. Et c'est là que le bas blesse, parce que ça devrait être structurellement, on devrait pouvoir avoir de façon pérenne une organisation qui nous oblige, nous entreprises et écoles, lycées professionnels, à travailler continuellement ensemble. Organiser une visite de l'entreprise, vous m'aviez dit. Alors, on organise des visites de jeunes qui sont en quatrième, vous savez, ceux qui sont en complet des décrochages scolaires, pour leur expliquer qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes à faire dans l'entreprise. Mais juste avoir un bus, c'est compliqué. Juste organiser, j'ai fait une réunion au mois de mai, fin mai, avec des proviseurs et des profs de techno pour organiser une visite en septembre de 3 ou 4 entreprises. C'est d'un complexe à organiser parce que moi, en tant que chef d'entreprise, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas enfin, moi, c'est très simple d'envoyer 10 techniciens à l'autre bout du monde. J'y arrive, c'est mon boulot, je fais ça que ça, je fais que ça. Pourquoi est-ce que l'éducation nationale n'arrive pas à envoyer, organiser sur une journée 5 professeurs de techno et 5 proviseurs de collège ou de lycée? Ça, j'ai un mal dingue à comprendre pourquoi c'est pas possible. Ou pourquoi c'est aussi compliqué. Alors, je ne connais pas la situation que vous évoquez, donc c'est peut-être compliqué sur votre territoire que je ne connais pas. Ça se fait. Alors, on est un petit peu dans un contexte aussi qui n'est pas simple non plus, sur le plan sanitaire, et il y a eu quand même peu de sorties scolaires sur les 18 derniers mois. Donc voilà. Donc, vous savez, les relations, moi ça fait longtemps que je m'occupe dans différentes fonctions de la question des relations école-entreprise. Je suis assez d'accord avec vous pour le fait de dire que même quand structurellement il existe des choses, le stage de 3e, ça repose aussi, ça doit reposer sur la fidélité qu'il y a entre un collège et des entreprises partenaires. Et le collège doit être fidèle, mais les entreprises doivent être fidèles aussi. Je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, une double responsabilité de fidélité. Dans l'enseignement professionnel et technologique, génétiquement, les relations avec le monde professionnel existent. Elles existent et elles se développent. Dans l'enseignement général, je crois qu'on a, en collège et en lycée, je crois qu'on a progressé. Vous savez, on travaille dans mon académie avec l'association Entreprendre pour apprendre, qui est une association que je connais depuis longtemps, qui fait de la mini-entreprise et qui permet de travailler justement sur les compétences que vous évoquez, qui sont les compétences transversales. Ça marche très très bien.
Il y a beaucoup de mini-entreprises. Les professionnels sont extrêmement dynamiques sur ce cadre-là. On lance dans mon académie, avec Pôle emploi, une expérimentation pour les dernières années de Bac Pro. Alors ça tombe bien parce que comme la réforme de la voie professionnelle arrive à son terme cette année, qu'on a instauré un module deux modules, un module insertion professionnelle et un module poursuite d'études, parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a de plus en plus d'élèves de lycée professionnel qui poursuivent des études. Eh bien, pour ce module insertion professionnelle, l'objectif, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'arriver à éviter la cassure qui intervient après l'obtention du diplôme. On a du mal chez nous de faire, pardon, j'espère choquer personne, le service après-vente du diplôme. C'est-à-dire qu'on forme nos jeunes, on leur donne le diplôme, enfin, ils obtiennent le diplôme plus exactement, mais après, effectivement, le suivi, il est un petit peu difficile. Et bien, tout l'objet, c'est de créer une fidélité en amont. Et donc, il va y avoir en amont de la fin de l'année scolaire, des entretiens qui vont se faire avec des conseillers Pôle emploi, avec des chefs d'entreprise dans les secteurs de ces jeunes, dans les secteurs de formation de ces jeunes, de manière à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une acculturation, qu'il y ait une fidélisation. Après, ça match ou pas. Mais en tout cas, je crois que la rupture, elle sera extrêmement limitée. Madame Ferrand, comment parler de perspectives professionnelles à des jeunes au lycée? Est-ce que vous-même vous entrez dans ces lycées? Vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer devant ce public? Personnellement, au titre non. de l'UNEDIC ou de Pôle emploi? Personnellement, non. Et je trouve que c'est fort dommage. Alors, c'est toujours un peu compliqué, notamment quand on travaille dans les institutions relatives au chômage, d'aller parler à des jeunes sur le chômage. Je pense que c'est quand même beaucoup plus pertinent qu'aujourd'hui, ce soit des employeurs, des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés d'entreprise qui puissent parler de leur environnement, de l'entreprise, de ses codes, mais aussi des métiers, parce que je pense qu'un des sujets principaux qui se posent dans cette relation emploi-formation, c'est tout ce qui concerne l'amont et l'information autour de l'orientation. Ça me semble extrêmement important et d'un point de vue un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus institutionnel et moins concrète, cette question de l'orientation aujourd'hui est un petit peu le parent pauvre. En tout cas, les moyens sont relativement limités et je crois qu'il y aurait quand même beaucoup plus à investir sur cette question-là. En tout cas, je trouvais extrêmement intéressant que l'ensemble, dans les exemples qui étaient proposés, on pouvait mettre en évidence l'ensemble des difficultés qui expliquent les difficultés de recrutement. Parmi ces raisons, vous avez souligné la problématique géographique, mais la problématique des conditions d'emploi, la problématique des conditions de travail, et toutes ces problématiques-là se croisent, se mixent et s'amplifient. On voit très bien que malgré tout, les difficultés de recrutement sont assez concentrées sur certains métiers, certains secteurs, certains territoires, à tous les niveaux, que ce soit à des niveaux peu qualifiés ou des niveaux extrêmement qualifiés. Les réponses ne sont pas les mêmes, mais ce qui me semble important de souligner et de reprendre, c'est l'idée que vous avez, Monsieur Huard, développée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relation école-entreprise est extrêmement importante, mais rien n'est jamais définitif et je pense que la question de la formation tout au long de la vie et de cette articulation entre la formation initiale et la formation continue dans un contexte où les métiers évoluent sans cesse, où l'environnement économique évolue sans cesse et les besoins en compétences et en compétences nouvelles évoluent sans cesse, y compris les diplômes doivent évoluer, ça me semble extrêmement important de pouvoir aussi avoir ce message pour les jeunes oui, il faut découvrir à tous les niveaux. Bien sûr, il faut découvrir l'entreprise et son environnement, mais
l'orientation est fondamentale, mais rien n'est définitif. Et par la formation continue en particulier, on peut aussi avoir des évolutions de carrière, des parcours différents, des reconversions. Et ça, c'est aussi aux institutions du marché du travail de pouvoir les favoriser, mais aussi un peu aux entreprises dans leur interne également. Alors vous avez parlé de l'orientation et de ce qui pouvait encore faire défaut. La réforme du lycée prévoit quand même 54 heures annuelles pour parler d'orientation à chaque niveau du lycée. C'est quand même considérable. Mais le principal défaut, et Monsieur Huard, vous ne me démentirez pas, c'est que ces 54 heures ne sont pas financées. Donc chaque établissement se repose sur le volontariat des professeurs. Est-ce qu'on peut se contenter de cela, Monsieur Huard ? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire être financé quand on parle dotation budgétaire non fournie. Non, mais je sais en fait. Mais la question de l'orientation, elle est beaucoup plus large que la question du financement d'une heure de cours. C'est-à-dire, ça n'existe pas les cours d'orientation. Ça n'a même aucun sens. En revanche, la participation au salon, la venue du monde professionnel dans les classes le plus tôt possible, au collège, dans les dernières années du collège, le fait que l'on puisse participer à des journées portes ouvertes, le fait que des branches professionnelles puissent faire des actions spécifiques auxquelles on participe, là c'est quelque chose effectivement qui est intéressant. Alors la loi a transféré aux régions la responsabilité de l'information sur l'orientation. Elles le font évidemment avec nous. La région Grand Est s'est investie dans cette nouvelle compétence en produisant une mallette numérique, virtuelle, avec l'ensemble des métiers et la possibilité effectivement autour de ces métiers de pouvoir avoir des informations. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que le tissu local, pas seulement, mais d'abord le tissu local est extrêmement important dans la relation qu'on peut avoir sur l'orientation. On a vécu, alors la réforme du lycée, elle est rentrée dans sa première année à la rentrée 2019. À partir du mois de février-mars 2020, nous étions en crise sanitaire. Et bien, on a continué les salons d'orientation. Et on a un salon un peu historique en Grand Est qui s'appelle Oriaction, en Lorraine, qui s'appelle Oriaction. Et en fait, on s'est aperçu, alors je ne vais pas avoir les chiffres exacts en tête, c'est que du coup, nous les avons passés, ces salons, en virtuel complet. Eh bien, on a eu beaucoup plus de visiteurs en les faisant en virtuel que quand on les faisait en physique. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est formidable parce que ça s'est fait en virtuel. Il faut que ça se refasse en physique. Mais la réalité des choses, c'est que les élèves disposent aujourd'hui, parce qu'on dit toujours il n'y a pas d'orientation. Pardon, je suis un peu provocant volontairement. Mais il y en a. Les élèves, ils sont envahis d'informations sur l'orientation. Mais pas au sein des établissements. Et bien sûr que si. À l'extérieur. Et bien sûr que si, au sein des établissements, dans les CDI, avec les professeurs, avec les psychologues de l'éducation nationale chargés de l'orientation. C'est constant tout au long de l'année scolaire, véritablement. Je voudrais vraiment, enfin, c'est un peu un cliché, pardonnez-moi, de dire ça marche pas. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des métiers en tension que l'orientation ne fonctionne pas. Voilà. Les professeurs principaux peuvent-ils porter seuls cette responsabilité parce que ça fait partie de leur mission, mais c'est très lourd pour un professeur principal. Je ne vous ai pas cité que les professeurs principaux. Donc vous avez parlé des COPSI, mais on sait qu'ils sont moins nombreux. Ils sont de moins en moins nombreux aussi. Les psychologues de l'éducation nationale, non, enfin ils ont un nombre constant. Ils ont beaucoup d'élèves en tout cas à suivre. Oui, ils les voient individuellement, ils les voient au niveau des classes. Dans les missions des professeurs, l'accompagnement vers l'orientation est une mission importante vers les études supérieures notamment. Et effectivement, au départ, donc on a un travail de formation de nos professeurs à l'orientation qui a commencé à être effectué, qui doit être poursuivi, parce que le prof de français, il est spécialiste plutôt d'études de lettres et le prof de mathématiques d'études de sciences au départ. Et donc il faut effectivement ouvrir les choses de manière à ce que les professeurs puissent accompagner les élèves plus durablement. Donc on a plusieurs champs, si vous voulez. On a la relation avec le monde professionnel, qui permet aussi d'aller vers une connaissance
de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de travailler sur les compétences qui sont des compétences transversales. On donne une connaissance plus globale en matière d'orientation qui existe autour de tout ça. Et sincèrement, si les proviseurs font le compte de tout ce que les élèves font en matière d'orientation, je ne suis pas sûr qu'ils soient très très loin des 54 heures. Des 54 heures globalement. Et puis, il y a aussi ce qu'on évoquait dans certains secteurs où il faut travailler ponctuellement à éviter la rupture. Parce que quand un jeune, effectivement, rentre dans un cadre de chômage, c'est inévitablement, au bout d'un moment, un petit peu difficile pour qu'il se réinsère. Donc il y a tout un travail, là, sur le court terme, en quelque sorte, au moment du diplôme, pour pouvoir faire une limitation, faire en sorte qu'il y ait une limitation de la rupture professionnelle. Juste un petit mot pour vous qui nous suivez. Si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà nous les poser parce que je les réceptionnerai et bien sûr les poserai à nos invités. Sylvie Grandjean, l'orientation, c'est aussi une question de genre et d'orientation parfois genrée, de répartition sexuée en tout cas des métiers. Dans votre entreprise, les rôles dévolus aux hommes et aux femmes sont-ils figés ? Absolument pas, et c'est un de mes chevaux de bataille actuellement, c'est de pouvoir expliquer que quand je reçois des petits troisièmes ou des quatrièmes en difficulté, que c'est pas parce que tu es une fille que tu feras coiffeur, et c'est pas parce que tu es un garçon que tu feras un travail dans l'usine. Absolument pas. J'essaie vraiment de montrer par des cas très concrets, qu'on peut être une fille et travailler dans un atelier, qu'on peut être une fille et devenir responsable d'un service, qu'on peut être une fille et faire des sciences à un très haut niveau et aller jusqu'au doctorat. Mais c'est parce que c'est moi. C'est ma volonté. J'espère que c'est partagé avec les professeurs que j'ai avec moi. Parfois, il y a une espèce de chape de plomb ou bien alors une difficulté pour les professeurs de partager le même discours que ce que je tiens auprès de ces jeunes-là, parce qu'il y a aussi la contrainte familiale, parce qu'il y a aussi des idées reçues qui sont difficiles à combattre. Mais ce discours très féministe que je tiens, qui est un petit peu hors la loi, mais que je tiens pour autant, j'aimerais qu'elle soit encore plus renforcée par les professeurs qui sont avec moi. Je peux poser une question ? Êtes-vous féministe ? Je le crois, oui. Pourquoi hors la loi ? Parce que je suis assez d'accord avec tout ce que vous Parce avez que je dit. fais une discrimination positive, que je ne suis pas censée faire. Oui. Dans un discours, simplement. Pour autant, je mets en haut des piles, lorsqu'on fait des recrutements, les CV des filles. Voilà. D'accord. Est-ce que vous encouragez cela ? Non, enfin, je crois qu'il faut pas faire de discrimination tout court, mais en tout cas, il faut travailler à l'égalité filles-garçons. Ça, c'est évident, et notamment dans les métiers, et notamment dans les formations. On sait très bien, encore, que dans les spécialités scientifiques du baccalauréat général, il y a plus de filles. Il y a plus de garçons que de filles. Ils font des maths. Ce qui est l'inverse dans les disciplines plus littéraires. Donc il faut effectivement travailler là-dessus. Il faut travailler sur la représentation que les professeurs peuvent avoir aussi au moment de l'orientation, pour le coup. Mais ce n'est pas la même orientation là. C'est pour ça le mot orientation, parfois on l'utilise un peu, je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais on l'utilise de manière un petit peu générale. Il y a la décision d'orientation et puis il y a l'information sur l'orientation. Et c'est vrai qu'au moment à la fois de l'information et au moment de la décision, il faut effectivement être très au clair sur le fait qu'on n'est pas dans un stéréotype de genre qui, de fait, nous amène à considérer qu'un garçon il est obligatoirement meilleur en maths qu'une fille. Voilà. Donc je suis assez d'accord avec. Enfin, ce que vous faites dans votre entreprise, c'est pas mon problème, si vous voulez. Mais dans le discours que vous tenez avec les professeurs pour inciter des filles à faire des métiers qui sont plutôt masculins, moi, je suis totalement en phase avec ça. Hein. Oui, mais sauf que les résultats, ils sont pas là. Les résultats, ils sont pas là. Je fais partie de cet ascenseur social et donc j'ai fait mes classes préparatoires avant de faire des écoles d'ingénieurs et puis aller un petit peu plus loin. En classe préparatoire, quand j'étais jeune, 15-20%, donc classe préparatoire scientifique, 15 à 20% de filles.
peu de filles faisaient le concours de Polytechnique, puisqu'on est dans la maison des polytechniciens. J'ai 3 filles. Celle du milieu a fait ses classes préparatoires il y a 3 ans. Je suis allée la chercher lorsqu'elle est sortie du concours de Polytechnique. Il n'y a pas eu d'évolution. Il y avait aussi peu de filles à la génération de ma fille que la mienne. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que le discours ne passe pas ? Pourquoi est-ce que les actions ne font pas en sorte que la modification genrée soit vraiment active ? Alors que c'est le cas, puisque j'ai fait une partie de ma carrière professionnelle et aux États-Unis et en Chine, alors que c'est le cas dans ces pays-là. Pourquoi est-ce qu'en France, ça ne fonctionne pas ? Monsieur Var. Alors, je crois que le sujet, il est sans doute à l'école, mais il n'est pas qu'à l'école. Hein. Il n'est pas qu'à l'école. Hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement une approche culturelle, sociétale, qui sans doute fait perdurer ce sentiment. Vous l'évoquiez d'ailleurs. Hein. Vous parliez des professeurs dans la capacité aussi à parler aux parents et à certains parents. Voilà, donc je pense que le problème il est large, il est ancien aussi. Hein. Vous savez, moi je suis très optimiste. Dans la table ronde précédente, on parlait plutôt de pessimisme. Moi je suis d'une nature très optimiste. Néanmoins, je vais mettre un petit bémol à cela. J'ai le souvenir que entre 2001 et 2006, quand je m'occupais d'enseignement professionnel dans l'académie de Bordeaux, l'UMM avait mis en place une campagne qui s'appelait Industriel 2LE. Voilà, alors où il y avait des bijoux et des boulons. Voilà. Boulons, oui. Et je vois que 20 ans après, finalement, on se pose effectivement les mêmes questions. Donc là, il y a un enjeu important, me semble-t-il. Je n'ai pas la solution comme ça, mais je pense c'est beaucoup plus large que le problème de l'école, à mon avis. Hein. Madame Ferrand, vous voulez un petit commentaire et après on passera aux questions parce que j'en ai. Je partage tout à fait que cette question est beaucoup plus structurelle et pas simplement ancrée et ne se joue pas simplement à l'école, hein, beaucoup plus dans la société. Je pense que l'ensemble des acteurs ont leur pierre à mettre à l'édifice, particulièrement dans les entreprises, parce que non seulement il y a peut-être moins de candidats, mais il y a aussi des objectifs de recrutement qui peuvent être, des politiques de recrutement qui peuvent être totalement portées, sans forcément faire de la discrimination positive, qui peuvent être portées dans les entreprises pour féminiser un peu plus les emplois. Il y a des accords qui sont signés sur l'égalité professionnelle très régulièrement dans les entreprises sur ces questions-là. Juste peut-être, pas forcément pour mettre un sujet supplémentaire, mais il me semble qu'au-delà de la question de l'égalité professionnelle dans les métiers, en termes d'insertion sur les jeunes, pour les jeunes, les modalités pédagogiques sont aussi extrêmement importantes, et je pense que l'accent qui est mis aujourd'hui, notamment sur l'apprentissage, et j'ai envie de dire peut-être que en tout cas peut-être que c'est une représentation de ma part, mais souvent on a, au-delà des métiers des différences hommes-femmes dans les métiers, il y a quand même cette différence à l'école avec la filière technique, filière générale ou des études un peu plus supérieures, plus universitaires, classiques, etc. Moi, je pense que c'est aussi une des dimensions extrêmement importantes aujourd'hui qu'il faut pouvoir renforcer pour renforcer l'insertion professionnelle et être. Pour le coup, en termes d'inégalité, il y a d'autres inégalités que les inégalités hommes-femmes. Et une des réponses... on n'a pas tout trouvé dans l'apprentissage, mais une des réponses, notamment aux difficultés d'orientation, aux inégalités sur les réseaux, le besoin d'information au bon moment, au traitement de l'information, le fait que l'apprentissage puisse être ouvert à toutes les filières et pas simplement, comme un peu auparavant, ces filières techniques, faible qualification, me semble extrêmement important pour tirer un petit peu tout le monde vers le haut et essayer aussi de lutter contre certaines inégalités. Alors, juste un petit commentaire et après on passe aux questions. Moi je rebondis juste sur la notion de l'apprentissage. Parce que souvent l'apprentissage c'est une boussole.
une boussole pour voir, je reviens au sujet de départ sur les emplois qui ne trouvent pas de preneurs. C'est souvent une boussole parce que moi, ça m'est arrivé d'être obligé de fermer un bac pro dans un domaine, la climatisation, qui est plutôt un domaine plutôt porteur, hein, enfin, où il y a de l'emploi, parce que j'avais 3 étudiants. Moi, je suis désolé, j'ai des endroits où j'ai des besoins, et donc il y a un moment, il faut qu'en responsabilité, je décide, en responsabilité et en lien, bien sûr, avec le conseil régional, il faut que je prenne une décision par rapport à cette section qui voyait ses effectifs diminuer. L'offre de formation ne crée pas la demande, là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on crée une formation qu'on a des jeunes. Et là, donc j'ai eu un certain nombre d'échanges avec le milieu professionnel, avec des élus, et je leur ai dit, mais on est dans un cadre aujourd'hui réglementaire qui permet très très vite de créer des sections d'apprentissage, d'autant plus que dans les établissements scolaires, on a l'outil de formation et on a les gens. Et donc, l'apprentissage et le fait qu'effectivement, dans ces situations-là et dans la réglementation liée à la loi Pénicaud, qui permet effectivement de créer beaucoup plus facilement des sections d'apprentissage, ben, c'est un moyen aussi, peut-être, parmi d'autres, mais c'est un moyen de pouvoir pallier ce manque parfois de main-d'œuvre dans certains secteurs. Alors, je voulais effectivement aussi rebondir sur tout ce qui est alternance. Et là, je trouve que la loi Pénicaud qui a mis en place cette facilité d'avoir ce genre de formation est exceptionnelle parce que ça nous a accéléré en fait le nombre de jeunes qui ont cherché à avoir et une formation et un emploi. Pour un jeune, rentrer en alternance, c'est pouvoir gagner un petit peu d'argent. Et se dire, j'aurai comme ça un boulot après, à la fin, je ne vais pas peser sur mes parents, j'ai quelque chose de tracé. Mais il faut l'accompagner, il faut que le jeune y puisse venir jusqu'à l'entreprise, parce qu'entre son lycée qui est à Orléans et son alternance qui est à Montargis, il y a 80 km, mais il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'a pas son permis de conduire. Il faut pouvoir le loger. Alors nous, on met en place des colocations avec le maire du village dans lequel on est, parce qu'il a bien compris que c'était le seul moyen d'attirer aussi du personnel. Donc il y a aussi tous les à côté, il n'y a pas seulement que cette alternance. Et pour autant, je trouve que la façon dont ça a été abordé ou pris par les jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Bac plus 4, Bac plus 5 qui se sont saisis de cette possibilité, alors que ça se fait un peu aux dépens des jeunes qui en ont vraiment besoin, qui sont en décrochage scolaire, qui sont en Bac pro, et c'est qui correspond vraiment aux attentes des entreprises. Et donc, je trouve que c'est très bien, hein, je ne critique pas, mais on a peut-être un peu trop mis en avant les filières qui, de toute façon, auraient eu un boulot, hein, parce qu'un Bac plus 4, un Bac plus 5, moi je le prends. Un Bac plus rien du tout, mais bien formé, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, pour le coup, c'est vraiment les partenaires sociaux, puisque le financement de la section et finalement la décision de créer une section, ça dépend des OPCO, des organismes paritaires, hein, qui dépendent à la fois du patronat et des syndicats de salariés. Hein. Ce n'est pas l'éducation nationale qui décide de créer la section. Là. Absolument. Alors, je me fais l'écho de vos questions. Merci beaucoup d'en avoir adressé. Elles sont totalement en phase avec ce que vous avez dit, notamment Madame Grandjean, sur ces à-côtés dont vous venez de parler, ou l'état plus généralement des services publics dans les territoires. Manque de transport public, problème d'offres de logements, dont locatifs, nous dit un professeur de SES, et qui fait remarquer aussi que l'organisation des sorties, quand il y en a pour les élèves, se fait sur le temps libre des enseignants, et qu'il faudrait donc plus de 35 heures par semaine pour tout faire. D'autant que l'orientation est un domaine où ce professeur, en tout cas, n'a reçu aucune formation et il ne doit pas être le seul.
Voilà, aucune coordination dans les territoires par ailleurs, c'est ce qu'on a dit, la question territoriale est importante dans les commentaires que je reçois. Autre écho, hein, des femmes et des hommes qui ne connaissent rien d'autre que l'éducation nationale, peuvent-ils réellement aider les jeunes à s'orienter? On en revient vraiment à cette question de l'orientation qui malgré les 54 heures, ne semble pas si concrète. Je pense que oui, mais pas tout seul. Oui, mais pas tout seul. C'est-à-dire que sur la question de l'orientation et tout ce qu'on évoque, l'éducation nationale ne peut rien seule. Elle le fait avec le monde professionnel. Et il faut que ce soit les deux qui se bougent par rapport à ça. Absolument. Et alors, donc, un enseignant nous demande, enfin vous demande plus exactement, quelle serait, selon vous, une action forte pour faire bouger les choses? Donc, je vois dans les choses tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer. S'il y avait une mesure assez concrète qui vous venait à l'esprit, Madame Grandjean, commençons par vous. Les blocages que vous avez évoqués, ces manquements aussi sur le territoire, comment on peut débloquer? Je suis intimement persuadée que des bonnes volontés sont là. Il n'y a aucun problème. Il y a tous les professeurs, pratiquement tous les professeurs ou les chefs d'établissement veulent une bonne formation pour leurs élèves. Nous voulons des bons ingénieurs ou des bons techniciens. Donc les bonnes volontés sont là. Ce qu'il faut, c'est c'est peut-être un peu trop pour que ça devienne une obligation. Quand j'ai un petit troisième qui vient passer une semaine, je ne vois pas pourquoi le professeur ne vient pas également 1 heure voir ce qu'il en est. Lorsque j'ai un jeune en alternance, c'est un contrat tripartite, le jeune, l'école et moi. Pourquoi je ne vois jamais, très rarement, le professeur? Je le vois rarement. J'ai pas dit. Pourquoi? Il devrait y avoir une obligation. Moi, j'envoie le responsable du jeune à sa soutenance. Pourquoi est-ce que le professeur n'a pas une obligation? Alors après, il y a peut-être des problèmes de moyens, ça je n'en doute pas, mais qu'il y ait des obligations comme ça d'échange. Pourquoi une entreprise n'a pas une obligation d'aller une journée dans un collège pour présenter 1 ou 2 métiers? Voilà. Que ce soit bien beaucoup plus cadré, que ça ne dépende pas des bonnes volontés. Monsieur Huard, votre proposition, quelle serait-elle? Et votre réaction? Oui, ma réaction. Il faut sur la notion d'institutionnalisation, en tout cas, il faut que tout ça soit très organisé. Les proviseurs de lycée et les principaux de collège sont extrêmement sollicités. Ils sont sollicités par des entreprises, ils sont sollicités par des associations, sur les associations sur le développement durable, sur la ruralité, etc. etc. Et vraiment, enfin, je voudrais me faire l'avocat des personnels de direction qui sont extrêmement sollicités et qui pourraient passer toutes les semaines de cours à faire autre chose que apprendre le français et les mathématiques. Je le dis de manière très très simple et très sincère. S'ils répondaient à toutes les sollicitations, on pourrait, du lundi matin au vendredi soir, faire autre chose que du français, des mathématiques, des sciences économiques et sociales, d'éco-gestion, d'histoire géo, etc. Je pense que j'ai couvert le panel des professeurs présents. Ma proposition, c'est pas la mienne, c'est peut-être une information, mais le ministre a déjà communiqué là-dessus. À la fin du mois d'octobre, je crois, j'ai pas révisé avant de venir, il lance les premières assises école-entreprise, qui vont permettre peut-être de réévoquer cela et qui vont sans doute déboucher sur des propositions concrètes comme celles que vous évoquiez. Voilà. Assises locales ou nationales? Parce que ça peut aussi être un comité Théodule, on en a vu d'autres. Non, mais vous savez, sur plein de sujets, je pense au Grenelle de l'éducation qui vient de se passer, nous avons ensuite travaillé dans les académies, décliné et adapté localement les choses, et c'est ce que nous ferons à ce moment-là. Très bien. Madame Ferrand, votre proposition pour faire bouger les choses et vous imposer dans les établissements, ou en tout cas ouvrir? Comment dire, je vais peut-être pas avoir une proposition. Je pense que c'est une palette de propositions qui devrait être bien sûr mise en œuvre. Peut-être pas pour moins cibler la relation école-entreprise, et j'entends sortie de collège ou bac pro, etc., entreprise, pour sortir un peu de ce schéma-là. Je pense qu'il y a un besoin très très fort de coordination
plus institutionnelle quand même de l'ensemble des acteurs institutionnels, parce que y compris au sein des acteurs publics, hein, on voit bien que tous les acteurs publics n'ont pas les mêmes compétences en termes de formation. Et moi, j'aurais envie d'insister sur le fait que, notamment pour ces métiers en tension, même si ici on est dans des rencontres enseignants-entreprises, ces métiers en tension ne concernent pas que des jeunes. Et encore une fois, dans la formation tout au long de la vie, on a des périodes de formation, qu'elles soient dans l'entreprise ou hors de l'entreprise quand on est au chômage par exemple, qui doivent absolument permettre de répondre à des besoins des entreprises qui aujourd'hui évoluent sans cesse. Donc les métiers évoluent et au sein des entreprises, il faut qu'évidemment puisse être intégrée l'évolution des compétences, hein, quand on parle du numérique, quand on parle de l'écologie, etc. Évidemment, des compétences nouvelles sont à mettre en œuvre pour l'ensemble des travailleurs. Et les besoins, on voit bien que sur les métiers en tension, la question géographique et la question de la localisation des métiers est extrêmement importante. Et tout au long de la vie professionnelle, sur les territoires, parce qu'en France, il y a peu de mobilité, on a besoin de créer cette coordination pour pouvoir, du point de vue des entreprises, bien exprimer les demandes d'emploi, les demandes de nouvelles compétences, et que, au-delà de la connaissance et des rencontres emploi entre les entreprises et les professeurs, puissent s'institutionnaliser des relations qui permettent également de faire évoluer les diplômes et la réponse, y compris avec des salariés aux besoins des entreprises sur les métiers en tension. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous remercie aussi pour vos questions, à vous qui nous avez suivis. Merci de votre attention. Et on espère que les choses vont progresser avec toutes ces bonnes volontés. En tout cas, on en avait 3 ici présentes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.